Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot qu'on entend souvent quand on parle de l'histoire coloniale, la pacification. Ça sonne presque doux, non? Eh bien, en s'appuyant sur les travaux de l'historien Abdallah Laroui, on va voir que derrière ce terme se cache en fait une histoire bien différente. Une histoire de résistance, une résistance organisée, complexe et vraiment acharnée. Voilà la vision classique, celle que l'histoire coloniale a souvent mise en avant. Laroui la résume parfaitement ici. On nous a longtemps présenté la résistance africaine comme ça, des petites révoltes, un peu chaotiques, sans véritable plan d'ensemble. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit que la réalité était bien plus structurée. Alors, plongeons un peu pour démêler tout ça. Pour vraiment saisir cette complexité, faisons un petit saut dans le temps. Direction l'année 1907. Oublions l'image d'une Afrique du Nord passive qui attendrait d'être pacifiée. À ce moment-là, la région est un véritable chaudron politique. Regardez un peu ce qui se passe en même temps. Au Maroc, on a carrément une révolution menée par les élites pour renverser un sultan jugé trop mou face aux Européens. En Tunisie, une nouvelle génération d'intellectuels commence à faire entendre sa voix. Et dans le Sahara, la résistance s'organise déjà pour contrer l'avancée française. Bref, on est loin, très loin d'un paysage endormi. C'est une région en pleine ébullition politique. Alors face à cette pression coloniale qui monte, comment la société s'organise-t-elle pour résister? C'est là que l'analyse de Laroui est passionnante. Il montre qu'il n'y a pas un, mais trois niveaux de réponse. Trois étages, si on veut, qui sont bien distincts mais qui travaillent ensemble. Tout en haut, on a l'État. C'est le pouvoir officiel, le gouvernement marocain ou l'Empire ottoman. Juste en dessous, il y a un niveau intermédiaire absolument crucial, les confréries religieuses, les soufis. Elles forment un vrai réseau politique et social. Et tout à la base, on trouve les assemblées de village, les communautés locales qui prennent le relais quand les niveaux supérieurs sont dépassés. Le premier niveau, donc, c'est le Marzen au Maroc. Pour faire simple, c'est l'État central. C'est lui, avec son administration, son armée, qui va d'abord tenter de résister par la politique, par la diplomatie. C'est la première ligne de défense, en quelque sorte. Le deuxième niveau, ce sont les Awaya. Et là, c'est fascinant, parce que ce ne sont pas seulement des centres spirituels. Ce sont aussi de vraies organisations de défense, très autonomes. Quand l'État commence à flancher, ce sont elles qui prennent le leadership. Elles deviennent l'âme de la résistance, comme on l'a vu avec la confrérie Sanoussia en Libye. Bien sûr, cette organisation à trois niveaux n'est pas figée dans le temps. Elle va évoluer. Et cette évolution nous permet de voir qu'il y a eu deux grandes phases dans cette longue lutte. Et attention, ce n'est pas juste une chronologie. C'est un vrai changement de stratégie, un passage de l'initiative politique à la réaction militaire, beaucoup plus désespérée. La première phase, c'est celle de l'initiative. Là, la résistance est menée au plus haut niveau, au nom de la souveraineté. On utilise la diplomatie, la politique, mais quand les États sont forcés de signer les traités de protectorat, tout change. On entre dans la deuxième phase, la réaction. Là, la lutte devient locale, fragmentée. Ce n'est plus une guerre pour la souveraineté, c'est une guerre pour la survie. Ces dates, ce sont les points de bascule. 1912, c'est le coup de massue. Les États marocains et ottomans sont mis sur la touche. En Libye, l'arrivée des fascistes au pouvoir en Italie et le départ en exil du grand chef de la Sanoussia en 1922, c'est la fin de la résistance centralisée. À partir de ce moment-là, on ne se bat plus pour un État, on se bat pour sa terre. Et ça nous amène à cette deuxième phase, et au coût humain de cette fameuse pacification. Parce que derrière ce mot, il y a une violence qu'on a du mal à imaginer. Le déséquilibre des forces est juste énorme. Prenons un exemple, la bataille de Bufrafir au Maroc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 7 000 combattants locaux face à 34 000 soldats coloniaux. Avec l'artillerie, l'aviation, c'était systématiquement David contre Goliath. Alors, pour en finir avec cette résistance qui ne voulait pas mourir, les armées coloniales, et surtout les Italiens, en Libye sous le général Graziani, ont utilisé des méthodes radicales. On ne se contentait plus de se battre. On cherchait à détruire les fondements mêmes de la société. Guerre économique, déportation de civils, enfermement dans des camps. 30 000. Ce chiffre, il est terrible. C'est une estimation du nombre de morts, de faim et de maladies dans un seul camp de concentration, celui d'Al-Baraïka en Libye. Et ce, en seulement 2 ans, entre 1930 et 1932. Et ce sont les statistiques italiennes elles-mêmes qui le disent. Et cette phrase d'un général français, dite bien plus tard, en 1946, elle résume tout. Elle est sans appel. La soumission n'a jamais été volontaire. Ça démolit complètement le mythe d'une pénétration pacifique. Chaque mètre carré de territoire a été pris par la force.
Face à une telle violence, à un tel déséquilibre des forces, la question se pose. Comment cette résistance a-t-elle finalement été écrasée militairement? Et surtout, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Quel est son héritage? La défaite militaire, en fait, c'est le résultat d'une combinaison de facteurs écrasants. Le fossé technologique, bien sûr, avec l'aviation qui change tout, le désavantage du nombre, mais aussi la guerre économique qui a créé des famines terribles, et puis l'isolement politique total. Personne ne venait les aider. Mais, et c'est vraiment le point le plus important de l'analyse de la Rouy, il faut faire la distinction. Oui, les batailles ont été perdues. Mais la conquête des âmes, elle, n'a jamais vraiment eu lieu. Les gens ont été vaincus, mais ils n'ont pas été conquis. Et c'est là que se trouve le véritable héritage de cette lutte. Ce refus obstiné, cet esprit de résistance, même dans la défaite la plus totale, c'est devenu une histoire, une légende. C'est devenu le carburant des mouvements nationalistes qui, une génération plus tard, se sont appuyés sur ce souvenir pour mobiliser les peuples et finalement obtenir l'indépendance. On termine donc sur cette question qui est au fond le cœur du problème. Une reddition obtenue par la force brute, est-ce que c'est une vraie soumission? C'est une question qui nous pousse à réfléchir sur ce que signifie vraiment la défaite et la victoire. Car la fin de la guerre militaire n'était en fait que le début d'une autre forme de combat.